Non, l'Europe actuelle n'est pas une machine antisociale, ne fût-ce que parce qu'une énorme partie du budget européen est justement dédiée à l'aide aux régions les plus défavorisées d'Europe. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Par ailleurs, il y a plusieurs fonds européens qui sont dédiés à l'aide aux jeunes qui ne sont pas formés, comme la garantie jeunesse. Alors, est-ce que l'Europe sociale est suffisamment développée? Bien sûr que non, elle est même sous-développée et on doit à tout prix progresser. Comment? En aidant bien sûr les pays les plus pauvres à rattraper leur retard, aussi en harmonisant le salaire minimum européen, en luttant contre le dumping social et puis vraiment en mettant sur pied des politiques qui visent les publics les plus fragiles et notamment les jeunes non formés. Je pense vraiment que c'est une nécessité. Je pense qu'il y a 8 États membres qui consacrent 20% de leur PIB pour la sécurité sociale, dont la Belgique, mais tout le reste, certains États membres consacrent la moitié de ça, donc 10% du PIB. Donc c'est juste pas tenable parce que ce sont évidemment les programmes de protection sociale avec également la fiscalité qui luttent au premier chef pour réduire les inégalités sociales. Donc c'est une nécessité absolue. La vraie question, c'est est-ce que les États membres doivent garder une certaine autonomie pour confectionner leurs budgets nationaux? Je suis convaincue que oui, et d'ailleurs la Commission européenne nous permet déjà dans une certaine mesure de garder de la flexibilité. Alors je pense que la Commission doit faire un pas supplémentaire pour donner plus de flexibilité encore au cas par cas lorsqu'un pays rencontre un défi d'une ampleur particulière, notamment le changement climatique. Et je pense qu'il faut juste, du côté des États membres, veiller bien évidemment à ce que les projets qui sont mis en œuvre soient des projets qui ne grèvent pas le futur des jeunes et que ce soit vraiment des projets qui permettent d'investir. Et je pense que la priorité sera la formation des jeunes parce qu'on ne sait pas de quelles compétences ils vont avoir besoin dans le futur. Donc s'il y a bien une priorité que les États membres doivent mettre en œuvre, c'est vraiment la formation des jeunes. Les frontières doivent rester ouvertes, en tout cas les frontières intérieures. L'espace Schengen doit être préservé à tout prix. Peut-être les jeunes ne se souviennent pas, mais moi je me souviens quand on partait en vacances avec mon père et les temps d'attente à la douane. Donc ça, c'est un acquis à préserver à tout prix. Ça passe par un renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne pour garder cette confiance entre États membres. Et donc là, bien sûr, il est capital de considérer les frontières extérieures de l'Union européenne comme vraiment un enjeu qu'on doit gérer ensemble. Donc les frontières grecques, les frontières italiennes sont des frontières européennes. Absolument oui. Nous l'avons fait au niveau du Parlement européen. C'est d'ailleurs une rapporteure libérale. Nous avons obtenu une majorité des 2/3 pour changer ce règlement et mieux distribuer les responsabilités en matière d'examen des demandes d'asile. C'est capital. Maintenant, le Conseil doit également jouer son rôle en adoptant la réforme à la majorité et pas à l'unanimité, ce qui revient à donner un droit de veto à certains États membres qui ont un intérêt à ce qu'on ne partage pas les responsabilités. Je pense que le rôle de l'agence Frontex est capital parce qu'il s'agit d'une gestion commune de la migration. On n'y arrivera pas tout seul. Notre pays est minuscule, ce n'est qu'une frontière. N'importe quel citoyen habite à 50 km d'une frontière. Donc on se rend bien compte ici que ce n'est qu'en gérant le dossier de façon commune qu'on y arrivera. Et donc justement, le corps de garde-frontières est capital pour vraiment faire réaliser aux gens que les frontières extérieures sont un enjeu commun et que ce n'est qu'en quelque part gérant mieux et ensemble les frontières extérieures qu'on préservera Schengen. Approfondissement du libre-échange, résolument. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand on prépare un accord de libre-échange, on ne doit pas prêter attention aux clauses sociales et environnementales. Ça, c'est capital. Et nous devons exiger la réciprocité à cet égard, également en matière de normes, droit du travail, etc. Mais je ne pense pas que le protectionnisme soit la solution. C'est dans le dialogue avec les pays tiers que nous pouvons rencontrer des défis communs, par exemple le changement climatique, et créer davantage de croissance. Nous sommes convaincus que
il y a actuellement des contradictions à lever. Nous sommes tous un peu contradictoires. Moi, j'ai bien sûr un téléphone portable et je voudrais en même temps manger bio et je voudrais vivre dans un environnement sain et je voudrais pouvoir continuer à voyager comme avant et faire des week-ends à l'étranger. Il y a en nous un degré de contradiction qu'il appartient de régler au niveau politique et c'est le politique qui doit trouver des solutions. Et je pense qu'une des solutions réside dans l'innovation technologique que nous devons à tout prix soutenir. Je suis convaincue qu'une croissance verte est tout à fait possible. Pour autant qu'il y ait des alternatives qui existent, j'ai entendu qu'il y avait ce projet avec les Pays-Bas, étant donné qu'il y a une liaison ferroviaire performante. Donc ce sera à nous, politiques, de trouver des moyens, des réseaux de transport en commun suffisamment performants pour que nous puissions nous passer de liaisons aériennes. Absolument. J'ai assisté l'année dernière au succès de l'année européenne du patrimoine culturel et c'était un formidable succès, ça touche énormément les gens. Il suffit par exemple de considérer à quel point nous avons été touchés lorsque nous avons vu Notre-Dame de Paris brûler. C'était quelque chose qui fait partie de notre patrimoine commun. Des personnes polonaises m'en ont parlé au Parlement européen, donc ça fait partie vraiment de qui nous sommes. Nous nous sommes sentis concernés par une église qui brûlait à Paris. Je pense que si on devait refaire l'Union européenne, peut-être on aurait dû commencer par la culture. Résolument pour. D'ailleurs, nous l'avons soutenu au Parlement européen. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est capital que les auteurs, les créateurs reçoivent une juste rémunération pour leur travail quand il est mis en ligne, de façon à ce que les géants du numérique puissent contribuer quand ils mettent ce contenu en ligne pour générer des revenus publicitaires. C'est capital, bien sûr, pour soutenir les créateurs, mais aussi pour les journalistes. Donc chaque fois qu'ils mettent du contenu en ligne, ils doivent pouvoir avoir accès à une rémunération correcte. Je pense que c'est capital pour soutenir un journalisme de qualité. C'est vrai qu'initialement, l'Union européenne s'est un peu construite autour de quelques personnalités particulièrement éclairées qui avaient un projet visionnaire pour l'Europe. Et puis après, on s'est demandé comment accrocher la population derrière. Et je le disais précédemment, mais je pense de tout mon cœur que si on devait refaire les choses, politique par politique, on devrait commencer par la culture et par l'enseignement. Essayer d'avoir des cours communs, un cours d'histoire commune, un cours de la construction européenne par exemple, de façon à ce que tout le monde puisse s'accrocher et se sentir concerné par le projet européen. Oui, dans certaines matières, ça bloque tout progrès. Je mentionnais le dossier migratoire où normalement on décide à la majorité sur ce dossier et il a été décidé de gérer la question sur la base du consensus. Également en matière fiscale, on voit bien qu'on n'arrive pas à progresser sur la taxe GAFA, sur la taxe sur les transactions financières parce qu'on a la règle de l'unanimité. Donc je pense que là vraiment il faut revoir ce mode de fonctionnement. Alors ça, c'est une question difficile après le Brexit et je pense que les gens réfléchissent à deux fois maintenant avant de promouvoir cette idée qui est sympathique en elle-même. Quand on fait un référendum dans un État membre sur un sujet européen, je pense qu'on doit faire le référendum dans tous les États membres. Et surtout en posant la question avec beaucoup de prudence, en posant une question bien argumentée, en donnant vraiment aux citoyens l'occasion de bien s'informer et en luttant pour toute campagne de désinformation qui serait venue de l'étranger. Donc c'est à ce titre que je me réjouis qu'il y ait maintenant un mécanisme de contrôle du financement de campagnes venues de l'extérieur.